Un jeune homme disparaît sans laisser de traces. L'inquiétude de ses proches se transforme en terreur quand ils reçoivent une demande de rançon. La police et le FBI devront se battre contre un puissant cartel. Ils feront bientôt la lumière sur un groupe de criminels brutaux, prêts à tout pour obtenir ce qu'ils veulent. Dans cet épisode, certains noms ont été changés. Le 27 juin 1996, à Milwaukee, au Wisconsin, soit à 145 km au nord de Chicago, sur la rive ouest du lac Michigan. Jaime Estrada, âgé de 17 ans, étudiant à l'école secondaire, et son cousin Roberto Alvarez garèrent leur véhicule devant une épicerie au sud de la ville. Jaime entra pour acheter quelques sodas, laissant Roberto à bord de la Monte Carlo de Jaime et de ses frères. Le secteur était fréquenté par plusieurs de leurs amis. En sortant, Jaime aperçut une jeune fille qu'il avait déjà vue, assise dans une camionnette. Comme il voulait mieux faire connaissance avec elle, il s'approcha pour lui parler. Jaime, un receveur étoile pour l'équipe de baseball locale, était un jeune homme très populaire. Pendant que Roberto parlait avec un de ses amis, il vit la camionnette démarrer. Il en déduisit que Jaime était parti avec la jeune fille et qu'il reviendrait sous peu. Une heure plus tard, Jaime n'était toujours pas revenu et Roberto commençait à se faire du mauvais sang. Quelque chose ne tournait pas rond. Le jeune homme décida d'aller chez les parents de Jaime pour voir si son cousin n'était pas rentré directement à la maison. Après avoir constaté que Jaime n'était pas là, il raconta à son cousin Paulo ce qui était arrivé. Personne ne lui avait parlé depuis qu'il avait quitté l'épicerie. Ce n'était pas le genre de Jaime de partir ainsi en laissant son cousin et sa voiture. Les parents du jeune homme se demandaient quoi faire. Ils décidèrent d'aller à sa recherche, chacun dans son auto. La mère de Jaime resterait à la maison au cas où ce dernier appellerait. Les proches de Jaime le cherchèrent pendant plusieurs heures. C'est alors que Mark, le frère aîné de Jaime, reçut un message sur son téléavertisseur. Le code régional du numéro affiché était le 312. C'était donc un appel de Chicago. Sous ce numéro, il y avait les chiffres 187, le code personnel de Jaime, puis 911, ce qui indiquait que c'était une urgence. Mark s'arrêta à la première cabine téléphonique qu'il trouva sur son chemin. Il espérait que rien n'était arrivé de grave à Jaime. Un homme répondit à son appel. Mark ne reconnut pas la voix. L'homme déclara qu'il avait enlevé Jaime et qu'il réclamait une rançon de 70 000 $ en échange de sa liberté. L'homme ajouta que son groupe n'entendait pas à rire et il lui dit que si la famille de Jaime ne suivait pas ses instructions, il lui couperait les oreilles, lui arracherait la peau
et leur posterait ce qu'il lui aurait enlevé. Et si les proches de Jaime osaient parler de tout cela à la police, ils tueraient le jeune homme et tous les autres membres de sa famille. Quand le père de Jaime rentra à la maison, sa femme lui dit qu'elle n'avait reçu aucun appel. Les parents du jeune homme étaient fous d'inquiétude. Mark rentra alors et leur parla du téléphone, de l'enlèvement et des menaces des ravisseurs. Monsieur Estrada voulait aviser la police au plus vite, mais Mark lui dit que les ravisseurs tortureraient Jaime et qu'ils le tueraient. Les Estrada se sentaient totalement impuissants. Ils soupesèrent la question toute la nuit, dans l'espoir de recevoir un autre appel téléphonique. Mais le téléphone resta silencieux. À l'aube, M. Estrada fut incapable d'attendre encore plus longtemps. Il devait absolument aider son fils. 9 heures s'étaient maintenant écoulées depuis la disparition de Jaime. M. Estrada avait pris sa décision. Mark et lui iraient au poste de police. Il fallait courir ce risque. Au poste numéro 2 de la police de Milwaukee, Mark et son père racontèrent ce qui s'était passé à un enquêteur de la section des crimes violents. Comme cet enlèvement avait vraisemblablement été perpétré à la pointe d'une arme et que la victime se trouvait maintenant en Illinois, la police fit appel au FBI. Au bureau du FBI de Milwaukee, l'agent spécial Dan Kraft venait d'arriver au travail. J'étais assis à mon bureau quand on m'a appelé relativement à l'enlèvement d'un jeune homme de près de 18 ans. Kraft devait faire vite. J'ai rencontré le père de la victime et son grand frère et j'ai tenté de tout savoir. Ce qui était arrivé, quand c'était arrivé et si possible, pourquoi. Je me suis alors rendu compte qu'il s'agissait là d'une affaire très importante. À la maison des Estrada, Paolo, l'autre frère de Jaime, répondit au téléphone. C'étaient les ravisseurs. L'homme au bout du fil diminua le montant de la rançon à $30 000, mais il réclama aussi la Monte Carlo. Il ajouta qu'il pouvait fournir la preuve du sérieux de leurs menaces. Ils avaient tiré sur Jaime. Celui-ci confirma qu'il était effectivement atteint d'une balle. Il était grièvement blessé. Le ravisseur ne donna toutefois aucune information sur l'endroit où laissait la rançon. Il déclara qu'il rappellerait plus tard sur le téléphone portable de Paolo. Paolo rencontra son père et son frère Mark au bureau du FBI. Après qu'il eut dit aux agents que les ravisseurs allaient l'appeler sur son portable, des techniciens mirent sa ligne sous écoute. Ceux-ci branchèrent également un dispositif d'enregistrement et un système pour retracer les appels sur l'appareil téléphonique de la maison. Pendant que le FBI continuait de se préparer, des agents interrogeaient la famille. Ils recueillirent le plus d'informations possible. Une des premières choses qu'on a faites, ça a été de faire appel au logiciel Rapid Start. Cette base de données aide à gérer les cas importants. On introduit dans le programme toutes les informations dont on dispose, toutes les données qu'on a, peu importe qu'elles soient complètes ou pas. Ce système sophistiqué permet de trouver des pistes et d'établir des liens, même dans les affaires les plus complexes et celles où tout bouge très rapidement. Dans le courant de l'après-midi, le téléphone de Paolo sonna. Il savait qu'il devait obtenir le plus d'informations possible. L'homme au bout du fil demanda à Paolo s'il avait en main la rançon demandée.
Paolo lui dit qu'il n'avait recueilli que la moitié de la somme et qu'il aurait encore besoin de temps pour recueillir ce qui manquait. Jaime prit alors le combiné et dit à son frère qu'il devait faire vite. Il perdait beaucoup de sang. Tell your brother stop dragging it out. Tell your brother stop changing plans on us, eh? Don't worry, we're coming to get you. We're doing everything we can. You're gonna be okay, all right? You better have it, bro. Hello? They hung up. Pendant qu'agents et inspecteurs tentaient de retracer l'appel, les Estrada allèrent dans la pièce voisine dans l'attente d'autres appels éventuels. Dans un cas d'enlèvement comme celui-là, les agents du FBI tentent de procéder posément, sans précipitation. On a tendance à ralentir les choses pour travailler à notre rythme et reprendre le contrôle de la situation. Mais quand une victime est blessée et que c'est une question de vie ou de mort, chaque minute compte. 3 heures plus tard, Paolo reçut un autre appel. L'agent spécial Kraft était inquiet de la façon dont Paolo réagirait. Il faut dire que ce genre de situation est extrêmement stressant. Il s'agit d'une personne qui aime la victime et qui s'inquiète pour elle. Elle aura donc du mal à conserver son calme. Elle pourra mal réagir. Malgré les menaces qui pesaient sur son frère blessé, Paolo demeura calme. Les ravisseurs exigèrent de celui-ci qu'il laisse l'argent de la rançon et la voiture devant un restaurant de Chicago. Ils ajoutèrent qu'ils rappelleraient pour lui donner plus de détails. They hung up. On n'aime pas mêler un civil à une situation aussi risquée. Mais les agents n'avaient guère le choix. C'est Paolo qui devrait lui-même laisser la voiture. Toutefois, comme il devait ensuite rentrer chez lui, un agent secret jouerait le rôle d'un de ses amis et pourrait du même coup assurer sa protection. L'équipe prit la direction de Chicago. Des agents de Milwaukee avaient appelé leurs collègues du bureau du FBI de Chicago. C'est l'agent Kevin Cassidy qui prit les commandes de l'opération dans cette ville. Tout de suite après que le bureau de Milwaukee nous eut avisé de la venue d'agents, on a mis sur pied une escouade. On savait qu'il s'agissait d'une affaire où tout pouvait arriver très vite et où l'on devrait rapidement mobiliser nos ressources. Il fallait compter 1h30 de route entre Milwaukee et Chicago. Cela donnait le temps requis aux agents de la métropole pour se préparer. L'agent spécial et superviseur de l'escouade des crimes violents Ron Osco établit un poste de commandement dans un aréna. On a réuni plusieurs personnes de l'ouest de la ville dans l'aire de stationnement du United Center. On les a informés de la situation et des demandes des ravisseurs. L'aréna était idéalement située au centre de la ville, ce qui permettait aux agents de se rendre rapidement dans tous les coins de Chicago. Alors que Paolo et Kraft se rendaient au lieu de rendez-vous, l'agent en profita pour préparer le jeune homme au prochain appel des ravisseurs. Je lui ai indiqué la marche à suivre et nous avons fait comme une répétition. Je jouais le rôle du ravisseur et je lui lançais des remarques pour voir comment il réagirait. Je pouvais alors lui faire des suggestions, lui dire d'éviter telle réponse ou tel sujet, ou lui indiquer comment les amener à répondre à des questions spécifiques. Paolo et Kraft arrivèrent finalement au lieu de rendez-vous. Les agents affectés à la surveillance avaient déjà vérifié le restaurant où Paolo devait laisser la rançon. Il serait difficile de procéder aux abords de ce restaurant. Ce qui nous préoccupait, c'était qu'il y avait beaucoup de circulation, beaucoup d'achalandage. Pas seulement dans le restaurant, mais aussi dans tout le secteur. Compte tenu des menaces des ravisseurs, il serait difficile d'empêcher qu'un acte violent ne vienne mettre en danger les gens qui auraient eu le malheur d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais Paolo et les agents étaient prêts. Ils avaient l'argent de la rançon et la voiture.
Don't get out of your vehicle till the SUV is in position. All right? Le portable de Paolo se mit alors à sonner. Les agents tentèrent de l'amener à convaincre les ravisseurs de changer l'endroit du rendez-vous pour un lieu plus sécuritaire. Mais il fallait que Paolo ne donne pas l'impression d'être absolument inflexible. Plus on passe du temps à négocier avec des ravisseurs, plus ils se mettent à soupçonner que les autorités participent à l'affaire. Finalement, le frère de la victime et les ravisseurs se sont entendus pour procéder à l'échange dans l'aire de stationnement d'un grand magasin à quelques kilomètres de l'endroit initial. Les ravisseurs ordonnèrent à Paolo de laisser l'argent dans la Monte Carlo, les portes déverrouillées et la clé dans le contact. Une fois la rançon en main, il permettrait alors à Jaime d'appeler Paolo pour lui dire où il se trouvait. Les agents partirent aussitôt en direction de l'aire de stationnement en question. C'était un endroit peu achalandé, mais il serait plus difficile d'y protéger Paolo. Les agents ne pourraient surveiller les lieux qu'à une certaine distance. Paolo était celui qui devrait affronter les ravisseurs. C'était une mission dangereuse. Mais Paolo était prêt à courir le risque pour retrouver son jeune frère. En 1996, les agents du FBI de Chicago et les enquêteurs tentaient de retrouver Jaime Estrada, victime d'un enlèvement. Les ravisseurs avaient refusé d'amener la victime à l'endroit où ils récupéraient la rançon, comme s'en souvient l'agent Dan Kraft du FBI. D'habitude, on tente de s'entendre pour que l'échange intégral ait lieu. La rançon pour la victime. Mais dans ce cas-ci, les ravisseurs ont refusé. Ce n'était pas négociable. Je n'étais pas du tout à l'aise avec cette entente. Mais parfois, on accepte de plier un peu pour parvenir à ses fins. Les ravisseurs ordonnèrent à Paolo de laisser les 30 000 $ à bord de la Monte Carlo dans une aire de stationnement déserte. Mais les lieux n'étaient déserts qu'en apparence. Des équipes d'agents se cachaient dans les environs et surveillaient étroitement l'endroit. Près de 27 heures s'étaient écoulées depuis l'enlèvement de Jaime et presque un jour complet depuis qu'il avait été atteint d'un projectile. Puisque Jaime avait urgemment besoin de soins médicaux, les agents ne pouvaient se permettre de suivre les suspects et de risquer ainsi de les perdre. Ils décidèrent d'arrêter les ravisseurs au moment où ceux-ci viendraient chercher la rançon. Malheureusement, l'endroit choisi était très grand et il y serait difficile de procéder à une arrestation. L'agent spécial Ronosco. C'était une immense aire de stationnement vide. Nos voitures étaient garées tout autour, de façon à ce qu'elles ne soient pas repérées. On devait par conséquent parcourir une assez grande distance à découvert pour se rendre sur les lieux. Les agents prévoyaient contrer ce problème en déséquilibrant les ravisseurs. Ils avaient demandé qu'on laisse la voiture déverrouillée avec la clé dans le contact. On a décidé de les contrarier un peu en verrouillant les portières. Ainsi, les ravisseurs seraient contraints de se parler pour évaluer la situation et mettre au point un nouveau plan. Quelques minutes plus tard, une berline grise arriva sur les lieux. Il semblait y avoir 3 hommes à l'intérieur. L'un d'eux est descendu, est allé jusqu'à la voiture, a jeté un coup d'œil à l'intérieur et il a pu voir l'argent sur le siège avant. On pouvait presque ressentir sa joie et son désir de prendre l'argent. Ensuite, il a tenté d'ouvrir la portière de l'auto. Les clés étaient dans le véhicule. Il ne savait pas quoi faire. Les ravisseurs venaient de perdre le contrôle de la situation et ils devaient réagir. On avait cherché à les perturber. On a alors repris le contrôle de la situation. On donna le signal à l'équipe de passer à l'action. Toutes les unités convergèrent vers les suspects. Ceux-ci réagirent aussitôt.
Ils ont alors rapidement pris la fuite avant que nos unités aient pu fermer toutes les issues. Un des passagers pointa son arme sur un agent, puis il jeta quelque chose par la fenêtre de la voiture. Ils zigzaguaient parmi nos unités qui, elles, hésitaient à foncer sur eux pour plusieurs raisons, notamment parce que la victime pouvait fort bien être dans le coffre de la voiture. Les suspects s'engagèrent sur l'autoroute en direction du centre-ville. Malgré l'heure tardive, la circulation était encore très dense. C'était dangereux. On a bientôt atteint une vitesse de 200 km/h. Les ravisseurs à bord de leur véhicule volé essayaient de provoquer un accident en allant d'une voie d'accotement à l'autre sur l'autoroute de 4 ou 5 voies de large et en entravant le flot de la circulation. Les agents avaient reçu la formation adéquate pour mettre fin à la poursuite. Ils ont alors fait une manœuvre particulière. Ils ont percuté l'arrière du véhicule. Le conducteur a perdu la maîtrise de sa voiture, qui s'est mise à tanguer légèrement. Ça a obligé le conducteur à ralentir et nos véhicules les ont ensuite cernés. À ce moment-là, le conducteur a dû s'arrêter. Sur l'autoroute, les agents et les enquêteurs cernèrent la voiture sans oublier que les hommes à bord étaient armés et dangereux. Nous étions très inquiets du fait qu'ils étaient armés. On a beau établir un périmètre de sécurité, l'un d'entre eux peut toujours se mettre à faire quelque chose d'inattendu, comme tirer par exemple. On a forcé tous les occupants à descendre de voiture. Ils étaient 3. Les ravisseurs déclarèrent qu'ils ignoraient tout de l'enlèvement de Jaime Estrada et ils refusèrent de dire comment il s'appelait. Les hommes avaient tous des munitions sur eux, mais pas d'armes à feu. Une fois les hommes maîtrisés, les enquêteurs vérifièrent le contenu du coffre de leur voiture. Il était vide. Il n'y avait aucune trace de Jaime. On en a déduit que d'autres complices détenaient toujours Jaime Estrada. On devait savoir le plus vite possible qui c'était et où ils étaient. Les agents vérifièrent le numéro de plaque de la voiture et la fouillèrent soigneusement. Ils y trouvèrent un couteau ainsi qu'une lunette de visée pour la nuit. Ils trouvèrent aussi plusieurs téléavertisseurs, un téléphone portable et un morceau de carton sur lequel était écrit le numéro de portable de Paolo. Au bord de la route, près de l'endroit où la poursuite avait commencé, les agents trouvèrent un pistolet semi-automatique de calibre 9, sans doute l'objet que les suspects avaient lancé par la fenêtre. Au bureau du FBI de Chicago, les agents tentèrent d'interroger les suspects individuellement. Ils refusaient de coopérer. Pendant les interrogatoires, les téléavertisseurs des suspects sonnèrent à plusieurs reprises. Quelqu'un tentait désespérément de les contacter. Les suspects jurèrent ne pas savoir qui tentait de les appeler. C'étaient évidemment les complices des ravisseurs qui voulaient connaître la suite de l'histoire. Les enquêteurs tentèrent de retracer la provenance de l'appel.
C'était un numéro confidentiel et la compagnie n'a pas voulu nous donner l'adresse de l'abonné. On les a suppliés de nous aider et on leur a promis qu'on leur fournirait éventuellement un mandat, en ajoutant qu'il était impossible de faire signer ce document par un juge un vendredi soir à 23 heures. « 24 heures s'étaient écoulées depuis que le jeune homme avait été blessé par balle. Pour les agents, il leur était intolérable de penser que Jaime était peut-être mourant et que l'absence d'un mandat leur barrait la route. J'ai supplié l'homme au bout du fil. Je lui ai parlé d'homme à homme, d'un père à un père. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous feriez s'il s'agissait de votre enfant? Ne voudriez-vous pas que les autorités fassent l'impossible? Et il m'a répondu quelque chose comme, je m'en fiche. On lui a alors dit, faites-nous confiance, nous sommes le FBI. On va l'avoir, ce mandat. Ils ont répondu, sans mandat, on ne peut pas divulguer ces informations. Le lendemain matin, on ne savait toujours pas où Jaime se trouvait. Au cours de l'après-midi, quelqu'un abandonna un corps dans l'ouest de la ville. Pendant que des enquêteurs de Chicago faisaient l'impossible pour retrouver Jaime Estrada, la victime d'un enlèvement, des passants découvrirent un homme gravement blessé couché dans la rue dans l'ouest de la ville. Le standardiste du service d'urgence de Chicago prit l'appel. Il dépêcha aussitôt des unités de patrouille et une ambulance sur les lieux. La victime s'identifia, c'était Jaime Estrada. Un enquêteur du bureau du shérif de Cook County se rendit à l'hôpital où le jeune homme avait été conduit. Non seulement était-il en vie, mais il était encore conscient. L'enquêteur demanda au médecin responsable s'il pouvait parler à Jaime. Selon le médecin, Jaime devait subir une intervention chirurgicale sous peu, mais d'ici à ce que la salle d'opération soit prête, il pourrait le rencontrer rapidement si Jaime était d'accord. Jaime accepta. Jaime raconta comment, 2 jours plus tôt, il était allé parler à une jeune fille qui l'intéressait. Il ne la connaissait pas très bien. Pendant qu'il parlait, le conducteur avait brandi une arme. Tout s'était déroulé très vite. Selon lui, ils avaient roulé pendant environ 2 heures. Plusieurs hommes armés l'avaient roué de coups. Il n'était pas parvenu à les identifier. L'agent spécial Kevin Cassidy. Jaime n'a pas pu nous fournir le signalement de ses ravisseurs. Il avait les yeux bandés. Le jeune homme se rappelait toutefois que la voiture s'était arrêtée à 3 postes de péage. Il déclara à l'enquêteur qu'environ 15 minutes après le dernier poste, la camionnette s'était arrêtée et les hommes l'avaient traînée de force dans une maison ou un appartement. Ils avaient alors continué à le frapper en lui criant qu'il leur devait de l'argent pour des narcotiques. Il avait tenté de leur dire qu'il n'était pas le type qu'ils cherchaient, mais apparemment, il avait alors commis une erreur. Même si les hommes faisaient attention de ne pas s'appeler par leur prénom, d'autres personnes furent moins prudentes. Pendant sa captivité, il avait entendu des voix de femmes. L'une d'elles répétait souvent le même nom, Beto. Jaime croyait que c'était Beto qui l'avait surveillé pendant presque toute sa captivité. Le lendemain matin, Jaime venait à peine de s'endormir quand, soudain, Beto, ¿qué pasó? il se rendit compte qu'il avait été atteint d'une balle. Miguel, quieto, cállate, cállate. Grab his feet. Cela avait même surpris certains des ravisseurs. Ils avaient rapidement transporté Jaime dans la salle de bain.
Go, Vente, get the car, bro. Let's go, come on, man, get out of here. Comme Jaime avait été inconscient une bonne partie du temps, ses souvenirs étaient vagues. Il se rappelait toutefois le carrelage de salle de bain blanc, le siège de toilette rouge et peut-être aussi le rideau de douche rouge. C'était tout. La blessure de projectile de Jaime n'avait pas été soignée pendant 2 jours et elle s'était gravement infectée. Pour pouvoir lui faire subir toutes les opérations nécessaires, ses médecins étaient forcés de provoquer un coma, sinon il risquait la mort. Les médecins furent étonnés de la résistance du jeune homme. Mais le pronostic n'était guère positif. Quelques-uns de ses ravisseurs couraient toujours. Pendant ce temps, un homme de Newland Avenue à Chicago entendit des cris. Il vit alors ce qui ressemblait à 2 hommes armés forcer 2 autres individus à se diriger vers une camionnette. Les 2 derniers hommes parvinrent alors à s'enfuir. Une fois à l'abri, leurs assaillants renoncèrent à les enlever. L'homme qui avait aidé les 2 victimes contacta la police de Chicago. Les répartiteurs demandèrent aux policiers de conduire les victimes au poste numéro 5 pour que l'agent spécial Kevin Cassidy du FBI puisse les interroger. L'une de ces victimes, Pedro Montoya, raconta comment les ravisseurs s'y étaient pris. Une semaine plus tôt, il se trouvait devant chez lui quand une camionnette s'était garée. Plusieurs hommes armés en étaient descendus et l'avaient obligé à monter à bord. Le récit de l'autre victime, Chavo Rodriguez, était identique. On les avait enlevés dans la rue et forcés à monter dans cette camionnette bleue et blanche. L'agent spécial Cassidy, qui se rappelait la camionnette bleue et blanche décrite par Jaime, montra à Montoya et Rodriguez les photos d'identification des hommes arrêtés relativement à l'enlèvement du jeune homme. Les 2 victimes ont aussitôt affirmé qu'elles avaient été enlevées par les mêmes types. Mais il y avait 2 autres ravisseurs, les hommes armés qui les gardaient auxquels ils avaient échappé. On les a alors interrogés en profondeur. Les 2 victimes avaient été détenues dans le sous-sol d'une maison où se trouvait déjà une autre victime. On les avait ensuite attachés à des poteaux de métal. Les ravisseurs avaient contacté leur famille pour exiger une rançon et une voiture en échange de leur libération. Pendant plus d'1 semaine, les victimes avaient à peine eu de quoi manger. Rodriguez, qui était diabétique, en avait particulièrement souffert. Sans insuline, le taux de sucre dans son sang avait augmenté, ce qui aurait pu le plonger dans le coma, voire même le tuer. Selon les victimes la veille, l'autre otage était parvenu à s'enfuir après avoir arraché le ruban adhésif autour de ses poignets. Les 2 hommes ne l'avaient pas revu et ignoraient qui c'était. Quand les ravisseurs avaient constaté la fuite de cet otage, ils avaient voulu sortir Rodriguez et Montoya de la maison. Les otages en avaient alors profité pour s'enfuir. Quand on leur demanda pourquoi ils avaient été enlevés et ainsi détenus, les 2 hommes ne purent fournir d'explication. Les agents obtinrent un mandat de perquisition fédérale pour fouiller la maison de Newland Avenue où Rodriguez et Montoya avaient été détenus. Ils y recueillirent du ruban adhésif, des cheveux, des fibres de vêtements et des dizaines d'empreintes digitales. La salle de bain de la maison ne correspondait toutefois pas à celle décrite par Jaime Estrada. Les enquêteurs croyaient que le jeune homme avait été détenu ailleurs. Dans la maison, les agents recueillirent également un fusil d'assaut Norinco. Un spécialiste en armement a établi que le projectile recueilli dans la blessure de Jaime pouvait avoir été tiré avec ce fusil d'assaut Norinco.
Dans une des chambres à coucher, les agents trouvèrent une enveloppe sur laquelle figurait une adresse à Los Angeles. Elle contenait plusieurs photos d'un homme tenant cette même arme à feu. On a disposé ces photos une à côté de l'autre pour les montrer aux victimes d'enlèvement. Celles-ci ont identifié l'homme sur la photo comme étant l'un des ravisseurs. Les agents obtinrent d'autres informations après avoir vérifié le numéro de plaque du véhicule des ravisseurs. À partir de ce numéro de plaque, on a obtenu une adresse à Chicago. On a envoyé des agents sur place. Les agents y rencontrèrent Adalia Francisco. Celle-ci accepta à contre-cœur d'être interrogée. Après un interrogatoire serré, Madame Francisco déclara que son mari Ricardo se cachait après avoir échappé à une bande de ravisseurs. Après vérification, les enquêteurs établirent qu'il s'agissait du troisième homme détenu dans la maison de Newland Avenue. Sous la pression des agents, la femme finit par dire pourquoi son mari et ses autres hommes avaient été enlevés. Après des recherches plus poussées et des interrogatoires intensifs, on a conclu que ces individus enlevés étaient impliqués de près ou de loin dans la vente de stupéfiants. Des amis de Ricardo Francisco avaient révélé que celui-ci était un passeur de drogue. Il devait 100 000 $ à un cartel. Montoya, lui, devait 130 000 $ au même cartel. Quant à Rodriguez, ce n'était pas lui qui était mêlé au commerce de drogue, mais son fils. Mais cela n'avait pas empêché le cartel de l'enlever. Comme le fils leur devait de l'argent, ils avaient décidé d'enlever le père. Dans le cas de Jaime Estrada, on croit qu'il n'avait rien à voir dans tout ça. Il semblait que le cartel avait été induit en erreur par la jeune fille qui avait attiré Jaime dans la camionnette. Des informateurs déclarèrent qu'elle s'appelait Juanita González. La vraie coupable, c'était cette jeune femme. Elle avait volé 1 kilo de cocaïne à ces types et tenté de sauver sa peau en faisant porter le blâme sur un innocent. Elle avait accusé Jaime alors que celui-ci n'avait rien à se reprocher. Les proches du jeune homme prièrent pour qu'il survive à son opération. Malheureusement, Jaime Estrada, âgé d'à peine 17 ans, succomba à ses blessures. L'infection lui avait été fatale. Après avoir interrogé à fond les résidents de Newland Avenue, les agents purent enfin identifier les 3 personnes en détention. Salomé Varela, Jesus Ruiz et Miguel Torres. Quant au type de la photographie, il s'agissait de José de la Paz Sanchez. Le dernier suspect n'était connu que sous le nom de Beto. Sanchez et lui couraient toujours. Non seulement était-il recherché pour enlèvement, mais également pour meurtre. En 1996, les enquêteurs de la région de Chicago avaient arrêté 3 présumés membres d'un groupe de ravisseurs qui avaient tué Jaime Estrada, 17 ans. Ils étaient toujours à la recherche de 3 autres suspects. L'agent spécial Kevin Cassidy, du FBI, connaissait le nom de l'un des fugitifs, José Sanchez. On avait trouvé des photos de lui dans une enveloppe lors d'une perquisition. Il y avait une adresse à Los Angeles sur l'enveloppe. On en a déduit que le sujet y était. Il était logique de le rechercher à Los Angeles. On a obtenu un mandat de perquisition et transmis les informations relatives à cette affaire à notre bureau là-bas. À LA, l'agent spécial Scott Hanley se prépara à appréhender Sanchez. Nous sommes allés à cette adresse. C'était une maison dans le secteur d'Echo Park à Los Angeles. Après avoir surveillé les lieux pendant plus de 3 heures, un de nos hommes a vu un type d'origine hispanique sortir de la maison. Mais il était trop loin pour qu'on puisse savoir si c'était Sanchez ou pas.
On l'a suivi pendant une demi-heure sur 3 autoroutes jusqu'à sa destination dans l'ouest de Los Angeles. L'individu gara sa voiture devant un centre de rénovation. Même si les agents disposaient d'une photo de Sanchez, ils furent incapables de déterminer si c'était lui. Quand on n'a jamais rencontré quelqu'un et qu'on n'a que sa photo, il est difficile de savoir si c'est bien lui. En outre, on ne sait pas depuis quand cette photo a été prise. Sur la photo, on pouvait voir un tatouage de la faucheuse sur le haut du bras droit du suspect. Un de nos agents s'est approché de l'homme pour le voir de plus près. Il est entré dans le magasin et il a aperçu le tatouage de la faucheuse. C'était une identification formelle. Les agents se rapprochaient de plus en plus de leur objectif, arrêter le 4e homme soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement et au meurtre de Jaime Estrada. Tout fut fort simple. Sanchez se retrouva avec les menottes au poignet avant même d'avoir compris ce qui lui arrivait. Il n'était pas armé. L'arrestation se déroula sans encombre. Sanchez reconnut avoir participé à l'enlèvement de Jaime Estrada et avoir été présent quand on avait fait feu sur le jeune homme. Quand Sanchez a reconnu qu'il savait qu'Estrada avait été blessé par balle, je lui ai demandé « Vous saviez alors dans quel état il était ?» Et il m'a dit « Vous savez, il nous parlait. » Et j'ai alors répondu « Et que vous a-t-il demandé ?» Il a demandé qu'on le conduise à l'hôpital, m'a-t-il dit. « Et pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» Il m'a répondu « Parce que je ne savais pas quoi faire. » Il avoua également avoir participé aux autres enlèvements en disant qu'il avait été engagé par un cartel de drogue pour récupérer de l'argent qui avait été volé aux trafiquants. Les enquêteurs de Chicago intensifièrent leurs recherches pour retrouver le dernier suspect connu sous le nom de Beto. Ils interrogèrent les proches des 3 hommes en détention. L'un d'eux déclara que Beto avait une sœur. Elle s'appelait Monique Jiménez. Quand celle-ci sut qu'elle pouvait être accusée de complicité, elle coopéra. Elle déclara que le vrai nom de Beto était Luis Carreno. La sœur nous a décrit les circonstances entourant l'enlèvement de Jaime, et plus particulièrement le moment où on lui a tiré dessus. Elle nous a raconté qu'elle était dans l'appartement, qu'elle avait entendu le coup de feu et vu Jaime par la suite. Elle nous a ensuite avoué que le tireur était son frère. Elle déclara qu'elle avait nettoyé le carrelage de la salle de bain avec du javelisant. Ensuite, elle donna l'adresse de l'appartement aux agents. Une équipe de spécialistes examina soigneusement les lieux. On recueillit des échantillons du coulis du carrelage de la salle de bain. Au labo, les experts découvrirent des traces de sang dans ce coulis. Des analyses d'ADN permirent d'établir qu'il s'agissait du sang de Jaime. En octobre 1997, des procureurs fédéraux reconstituèrent les événements de cette complexe affaire devant un jury. Les 4 suspects en détention, Salomé Varela, Jesus Ruiz, Miguel Torres et José Sanchez, furent trouvés coupables de racket, de complot, de port d'armes illégales, de voies de fait et de 4 enlèvements. Ils ont tous été condamnés à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Le FBI a retrouvé la trace de Juanita González, la jeune femme responsable de l'enlèvement de Jaime. Elle était au Mexique. On est toujours à la recherche du fugitif Luis Carreno, l'homme surnommé Beto. Il est toujours recherché. Il y a un mandat d'arrestation en vigueur contre lui. On collabore présentement avec Interpol et nos autres alliés des pays étrangers pour le retrouver et on va continuer de le chercher. La famille Estrada prie pour que les autorités retrouvent bientôt Carreno, l'homme que le FBI soupçonne d'avoir tué Jaime.
Pour la famille et les enquêteurs qui ont tout mis en œuvre pour sauver le jeune homme, cette affaire ne sera terminée que lorsque tous les coupables auront été traduits en justice.